Chers amis, bonjour et bienvenue donc pour ce nouveau débat de début d'après-midi. Cette fois-ci, comment dire, 50 ans, un anniversaire, c'est toujours amusant, c'est l'occasion de fêter, de rendre hommage à tous ceux qui ont milité pour le mouvement laïque. C'est l'occasion aussi de mesurer le chemin parcouru, mais peut-être aussi d'imaginer, de construire l'avenir, de fixer quelques balises et de voir quels sont les défis auxquels on doit faire face aujourd'hui, qui ne remplacent pas les anciens, mais qui se superposent et s'additionnent et justifient d'autant plus notre action. Depuis 2 jours maintenant ici, moi tout ce que j'entends, et parfois de manière poignante, démontre à suffisance un besoin encore accru de laïcité. Donc dans ce cadre, merci de venir participer à cette réflexion avec nous. Et je vais peut-être commencer par vous, Henri Pénard-Ruiz. On a eu l'occasion déjà de vous entendre à de multiples reprises au Centre d'Action Laïque, mais également ici ce jeudi, et évoquer le principe de laïcité. Mais nous fêtons ici les 50 ans d'un centre d'action laïque, et c'est clair qu'à un moment donné, il faut voir comment il se décline. Et peut-être que ce serait intéressant de vous entendre sur quelle balise, quelle boussole on peut imaginer à une action de la laïcité organisée. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation et de ce merveilleux colloque qui cumule en lui un acte militant, un colloque réflexif sur la laïcité, un moment de culture et d'art, comme on vient d'entendre. C'est magnifique et je suis très heureux de participer à ce beau colloque. Vive le CAL et bon anniversaire. Merci. Alors, la laïcité doit donner lieu à une déontologie très stricte. Mon regretté ami Stéphane Charbonnier, assassiné, déplorait lorsqu'il reçut le prix de la laïcité à la mairie de Paris que les laïcs se taisent trop souvent. Et il avait ô combien raison. Nous ne devons pas nous taire. Et nous devons sommer les politiques de cesser des incantations sur la laïcité sans jamais les appliquer dès lors que leur intérêt électoraliste entre en contradiction. C'est-à-dire qu'effectivement, il est très important aujourd'hui de dire oui, la laïcité ne requiert pas seulement un succès d'estime, elle requiert d'être mise en application. Quand on célèbre la loi de 1905, quand on célèbre les lois qui laïcisèrent l'école, quand on célèbre la formule de Victor Hugo « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle », c'est très bien. Mais encore faut-il que la déontologie des élus suive. Encore faut-il qu'on applique dans la pratique le principe de la dévolution, par exemple, de l'argent public au seul service public, et notamment à l'école publique. Qu'est-ce que l'école laïque ? Comme disait Jacques Miglionis, c'est le lieu où l'on apprend ce que l'on ignore pour pouvoir, le moment venu, se passer de maître. Telle est l'éblouissante finalité de l'école publique laïque, voulue par Condorcet. Effectivement, se passer de maître, parce qu'il y a beaucoup de maîtres dans la société civile. Des maîtres à penser, des maîtres à croire, des maîtres en économie. Il faut savoir leur résister, leur dire non, chaque fois que cela est requis. Et aujourd'hui, par exemple, par rapport à la violence que le discours islamiste exerce sur la laïcité, par rapport à la violence de la mouvance décoloniale qui ose traiter la laïcité de racisme d'État, propos absolument insensés, racialisant la religion, que des antiracistes prétendus utilisent le concept de race pour désigner les groupes humains alors que l'anthropologie scientifique a depuis très longtemps établi que le concept de race n'est pas pertinent pour les hommes, qu'il n'est pertinent que pour les animaux. Et quand on voit que dans notre constitution républicaine, on a encore une phrase qu'il conviendrait de corriger. La République respecte toutes les croyances. Eh bien non, ce n'est pas la croyance qu'il faut respecter,
c'est la liberté de croire. Mais du respect de la liberté de croire ne découle pas nécessairement le respect des croyances. Je ne respecte pas une croyance qui pose la supériorité de l'homme sur la femme. Bref, il faut clarifier les choses. Ce qui est respectable, c'est la liberté de croire, c'est la personne. Ce n'est pas le contenu de la croyance. On a le droit de critiquer le catholicisme, l'islam, l'athéisme. Mon ami Charb disait on a le droit d'être athéophobe. On a aussi le droit d'être cathophobe ou islamophobe. Et ce n'est pas raciste que de le dire. Ce qui est raciste, c'est de s'en prendre aux personnes du fait de leurs convictions. Alors, ces choses-là, il faut les redire. Mais il faut aussi qu'elles soient suivies des faits. Sinon, on réintroduira le délit de blasphème. Si on terrorise les gens qui critiquent une religion, on rétablit à terme le délit de blasphème. Alors, la mise en application des principes de la laïcité, c'est aussi le courage de mettre en œuvre ces principes. Le courage de dire, par exemple, qu'effectivement, on a le droit de critiquer ou d'admirer une conviction, mais on n'a pas le droit de rejeter des personnes du fait de leur conviction. Et hélas, les frères musulmans, par exemple, semblent vouloir gagner la bataille sémantique qui consiste à dire que lorsqu'on rejette une religion, on rejette les adeptes de cette religion. Eh bien non, c'est archi faux, parce que tout être humain a une capacité de distance à soi. On a une religion, mais on n'est pas cette religion. Il faut le dire. La conviction est de l'ordre de l'avoir, elle n'est pas de l'ordre de l'être. Et si on oublie de dire ces choses-là, on laisse s'installer dans la pratique des conformismes dangereux qui peuvent être même mortifères, comme ma très chère Zineb a pu le vérifier, hélas, lorsque elle paie très cher la liberté qu'elle met en œuvre et en pratique. Alors, le premier devoir des laïcs, je dirais, c'est de mettre en pratique les libertés dont nous défendons le principe. Je dirais ensuite, et je terminerai sur cela, qu'il y a une déontologie laïque. Oui, lorsqu'on encadre des sorties scolaires, on ne doit pas manifester une conviction particulière qui peut blesser telle ou telle famille ou tel enfant. Je demandais un jour à une dame qui voulait encadrer une sortie scolaire en portant le voile islamique, je disais, écoutez madame, le droit que vous vous reconnaissez à vous-même, accordez-le aux autres. Accepteriez-vous qu'un humaniste athée, un père humaniste athée, vienne avec un t-shirt sur lequel il y aurait écrit « humaniste athée » pour votre enfant que vous élevez dans la religion musulmane? Est-ce que ce ne serait pas une blessure? Elle me regarda, elle me dit « Ah oui ». J'ai dit « Vous savez, la France est un creuset. » Elle a accueilli 62 nationalités avec les traditions différentes. Quel est le moyen de faire que toute famille soit respectée et tout enfant soit respecté? La neutralité. La neutralité est l'autre face de l'universalité. Alors oui, il ne suffit pas de proclamer les principes de la laïcité. Il faut en faire des boussoles dans notre action quotidienne. Quand des élus se font élire sur la laïcité et après acceptent de financer des associations culturelles dont ils savent très bien qu'elles sont à destination cultuelle, ils détournent l'argent public payé par des athées pour financer des religions. Ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter cette sorte de supercherie qui consiste à confondre le cultuel et le culturel. Déontologie laïque. Appliquée, c'est déjà un devoir pour les élus. Je rêve d'une démocratie où les professions de foi des élus pourraient leur être opposables. Vous avez dit blanc et vous faites noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas vous révoquer éventuellement? Là, on assainira la vie politique. On fera en sorte qu'enfin, les élus appliquent
les principes dont ils vantent les mérites pour obtenir les suffrages et qu'après, ils oublient. Mais effectivement, c'est quelquefois difficile, et nous évoquions la chose ensemble en préparant cet entretien. Est-ce que les associations laïques, est-ce que les associations qui vont promouvoir la solidarité peuvent se substituer à la puissance publique? Est-ce que le risque, en prenant en charge soi-même quelque chose qui devrait être assumé par la puissance publique, ce n'est pas d'inviter encore davantage celle-ci à se désinvestir, surtout dans le contexte où en Europe on vante la concurrence libre et non faussée, avec la dévolution de tous les services publics à la concurrence privée, alors qu'on sait très bien ce que ça veut dire. La privatisation du rail en Grande-Bretagne par Madame Thatcher a fait qu'on a fermé des tas de lignes qui pourtant permettaient de desservir l'ensemble des citoyens britanniques. Donc effectivement, nous sommes coincés entre notre désir de secourir au présent ceux qui le doivent et de ne pas être pris au piège du fait d'assumer des rôles que la puissance publique devrait assumer. Et nous le savons bien, j'en discutais avec des amis belges, j'en discutais aussi avec des amis français. À force de vouloir suppléer au manquement du système ultralibéral qui externalise les coûts sociaux, les coûts humains, les coûts écologiques, est-ce que nous ne risquons pas de jouer un jeu pervers qui va se retourner contre nous? Et c'est vrai que c'est une contradiction morale, éthique, parce que d'un autre côté, les gens qui vivent au présent ont besoin de notre solidarité. Ils ne peuvent pas attendre les lendemains qui chantent. Voilà la contradiction. Et c'est un vrai problème dont je pense qu'il faudrait essayer de le réfléchir dans toute la mesure du possible pour bien situer notre action. On a effectivement discuté de cela aussi avec Christine Mailly du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, pas plus tard qu'hier. Caroline Sagesser, je vous voyais avec une envie de réagir. Vous connaissez bien le mouvement laïque, vous l'avez largement étudié. Déclinaison donc, du principe en action. Oui, Henri Peña-Ruiz explique beaucoup mieux que moi ce que c'est que la laïcité. C'est un principe politique qui permet d'une part à des personnes de toute conviction de cohabiter ensemble harmonieusement, et d'autre part, c'est un principe qui met l'État et la décision politique à l'abri des ingérences du religieux. Et de ce point de vue, sans vouloir apparaître trop optimiste, je pense pouvoir dire tout de même qu'en Belgique, nous sommes dans un État laïque, et peut-être même à certains égards plus laïque que la France. On peut rappeler par exemple que nous avons, il y a déjà longtemps, ouvert le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe, sans que nous ayons vu des hordes de personnes motivées par leur religion manifester contre cette décision dans les rues. Même chose pour l'euthanasie. Donc, tout en sachant bien qu'il faut être vigilant, je dirais qu'au niveau de la laïcité politique, la Belgique est surtout par rapport à d'autres États du monde un État où il fait bon vivre. Mais en Belgique, et c'est vraiment la spécificité de ce mouvement laïque, je crois que la laïcité a également une autre responsabilité. Elle a une responsabilité d'émancipation de l'individu. Et à mon avis, le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, ce n'est pas un problème étatique, c'est un problème sociétal. Nous sommes effectivement confrontés à un problème de fondamentalisme religieux, de radicalisme, de littéralisme. Et donc, il nous appartient, je pense, d'agir sur cette question-là. Et il appartient particulièrement au mouvement laïque de porter son attention là-dessus. Si je puis me permettre une petite digression personnelle, le Centre d'Action Laïque a 50 ans cette année, et moi aussi, j'ai 50 ans cette année. Et je voudrais rappeler ici brièvement une expérience personnelle. Je suis arrivé en 1987 à l'ULB. Je venais d'un milieu provincial catholique très conservateur. J'avais fait mes études chez les Sœurs. Et vraiment, en débarquant à l'ULB et en rencontrant la laïcité, ça a été un éblouissement. Tout d'un coup, je me suis dit, ce que je pense depuis des années, eh bien, c'est validé. Je ne suis pas seul à effectivement vouloir opposer une série de thèses raisonnables à la superstition. Donc vraiment, je me suis sentie chez moi.
Et aujourd'hui, quand je vois des étudiants à l'ULB, je ne suis pas convaincue qu'ils vivent la même expérience que moi. Alors, je ne pointe pas une responsabilité à un endroit ou à un autre, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose auquel il faudrait réfléchir, il faudrait tenter de permettre à chacun, quelle que soit son origine, de trouver un accueil, de trouver une forme d'émancipation au sein du mouvement laïque. Parce que moi, je crois vraiment qu'aujourd'hui, notre ennemi n'est pas la religion en tant que telle. Le problème, c'est le fondamentalisme. Et donc, il faut peut-être aller à la rencontre de personnes de bonne volonté qui sont en recherche, qui sont en questionnement dans des milieux religieux et tenter de leur trouver, de leur proposer un appui de façon à ce que nous puissions avoir des alliés au sein des communautés religieuses dans une optique de construire ensemble une société progressiste. Voilà un peu Merci comme je vois les choses. Pour cet appel. Ceci étant, petite réaction, Belgique est laïque. La dernière législature a montré que lorsqu'on discutait de réviser notre constitution, simplement indiquer que la loi des hommes prime sur la loi de Dieu s'est révélé impossible. Ça s'est révélé impossible. Je pense qu'il n'y avait pas d'unanimité au sein du monde laïque pour estimer que c'était l'urgence du moment, premier point. Et d'autre point, oui, on peut le dire, mais est-ce que dans notre histoire récente, nous avons des exemples où effectivement la loi civile n'a pas pu triompher des conservatismes religieux ? Je ne pense pas. Donc on peut jouer à se faire peur. Mais quelque part, je crois qu'il ne faut pas non plus se tromper d'enjeu. Valérie Piette, sans vouloir jouer à se faire peur, j'entendais Caroline Sagesser qui évoquait le fait qu'en Belgique, nous n'avons pas eu de manifestations monstres comme à Paris lors du mariage pour tous ou autre. Néanmoins, nous allons fêter, entre guillemets, ce mardi 15 octobre, une nouvelle législation sur l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que tout est aussi facile que ça sur les questions éthiques et sur les questions égalité homme-femme aujourd'hui ? Évidemment que non. Ça, c'est poser la question et y répondre. Comme Caroline, j'ai aussi 50 ans, et comme la laïcité également. Et donc là aussi, que de chemin parcouru en 50 ans. Hein, et on a bien vu les jalons, d'ailleurs, qui passaient derrière moi là tout à l'heure. 73, l'affaire Peirce, 90, la loi l'allemand Mikkelsen. Et c'est assez intéressant de voir que ce sont deux lois retenues, mises ici en avant par la laïcité comme étant les deux combats, les deux moments forts de la laïcité, et je crois que c'est ça, mais c'est aussi des moments forts évidemment de l'histoire du féminisme, ou des féminismes d'ailleurs, que l'on retrouve aujourd'hui. Et évidemment que rien n'est simple aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier le chemin parcouru et les victoires, les pas en avant. Et il y a eu évidemment, nous est venu de France cette déferlante de la manif pour tous, mais qu'on retrouve ailleurs aussi. Donc il est clair qu'un peu partout dans le monde, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Amérique latine, par rapport à l'avortement, voilà, il y a quand même là des tensions, des retours en arrière. Donc je crois que la laïcité doit toujours aller de l'avant d'une certaine manière, le féminisme aussi, mais il est clair qu'il y a des mouvements qui nous font aller dans le sens contraire maintenant, mais aussi on est dans une société qui se complexifie beaucoup, où nos ennemis utilisent, je pense à Manif pour tous ou d'autres, les sites d'aujourd'hui. Je crois qu'on n'est pas assez vigilant sur ces questions-là. Hein. On va sur un site comment se faire avorter et on tombe directement sur les sites ultra-conservateurs et anti-choix. Donc, voilà, je crois que le choix doit rester, l'émancipation et le choix, pour moi, c'est des mots fondamentaux dans la laïcité, doivent rester d'actualité dès qu'on parle de laïcité, et qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à ces mouvements qui sont extrêmement régressifs et qui existent. Il ne faut pas non plus les nier. D'un autre côté, il y a aussi des débats avec lesquels peut-être que féministes et laïcs ne sont pas toujours d'accord. Je pense surtout à la GPA pour l'instant, notamment, qui est un débat qui divise énormément les féministes un peu partout dans le monde, qui n'est pas si simple que ça. Je veux dire, voilà, je n'ai pas même moi d'avis spécifique sur la question, tranché en tout cas. C'est pas simple, c'est pas blanc, c'est pas noir. Et heureusement, ça permet le dialogue et le débat. Et ça, je crois que c'est aussi une des avancées de la laïcité et en même temps du féminisme.
Henri Pénard-Ruiz avait un discours où il nous disait il faut partir à l'offensive. Est-ce que dans le champ éthique, aujourd'hui, on n'est peut-être pas trop dans une posture défensive en se disant je dois défendre quelques acquis sans imaginer ce qui est gagnable encore et qui doit nous mobiliser? Je crois qu'il y a énormément de choses qui sont gagnables. Enfin, je dirais, la société d'aujourd'hui fait quand même peur. On parle des mouvements éthiques, mais le féminisme d'aujourd'hui, c'est aussi les féminicides. Tous les 2-3 jours, une femme meurt sur les coups de son conjoint, en Belgique, qu'il soit blanc ou pas blanc d'ailleurs. C'est quand même, à mon avis, des questions essentielles qui ne sont pas du tout réglées au niveau de la laïcité. Parce que je crois que... Moi, je suis historienne à la base, donc si on revient un peu dans l'histoire, il y a des points de rencontre, évidemment, entre laïcité et féministe. Tous les laïcs se disent normalement féministes. C'est pas aussi simple que ça. On l'a bien vu dans l'histoire, qu'il y a eu des moments où les laïcs ont privilégié une vision extrêmement essentialiste ou naturaliste de la femme. Et donc, voilà, il faut aussi savoir quelquefois balayer devant sa porte quand on voit, n'oubliez pas Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, l'homme crée, la femme procrée. Et la femme, c'était la procréation avant tout. Et donc, c'est pas aussi... oui, il faut aller à l'offensive, je peux suivre sur cette voie-là, mais je crois qu'il faut aussi être très clair par rapport à nos propres combats et nos propres enjeux aujourd'hui, y compris nous en tant qu'individus. Vous savez, la laïcité, le féminisme, c'est des individus, mais c'est aussi un collectif. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs des femmes et pas la femme. C'est aussi en collectif, et je crois que il faut s'interroger collectivement, mais aussi individuellement. On en discutait avant de venir ici. Et je me disais, tout à l'heure, à quand une femme à la tête du CAL, par exemple? On peut discuter des religions, on peut discuter de plein de choses, mais c'est vrai que ce serait intéressant et ça serait un signe fort dans la Belgique d'aujourd'hui. Et c'est pas spécialement. Alors on va me dire c'est évident, mais non, c'est pas évident puisqu'on l'a pas encore vraiment vécu. Donc c'est pas si évident que ça. Voilà, c'est ce genre de choses que je voulais dire. Merci. Bérangère Taxil, vous êtes une spécialiste des droits de l'homme et principalement des questions migratoires. S'il y a bien un domaine dans lequel on peut avoir le sentiment que l'on recourt à beaucoup, et on a parlé ce matin de populisme, on recourt beaucoup à des idées simples plutôt qu'à la raison, à des peurs réelles ou fantasmées, mais qu'on instrumentalise plutôt que des faits, c'est bien les questions migratoires. Quel peut, à votre avis, être l'apport de la laïcité dans ce cadre-là? Une laïcité, sous question, qui a pris sur la gestion des flux migratoires la position de prôner la liberté de circulation comme somme politique respectueuse des droits humains de chacun et réaliste. Merci, c'est beaucoup d'émotion d'être présente dans cette assemblée de combattants contre les ismes, contre le radicalisme, contre le terrorisme. Et la Cour nationale du droit d'asile en France, dans laquelle, comme d'autres universitaires, je siège, est à 300 mètres de l'hypercachère. Et donc c'est beaucoup de souvenirs très, très difficiles. Et c'est un combat aussi permanent de rappeler que le droit international, le droit européen, comme le droit constitutionnel national, protège la laïcité qui a marqué de ses valeurs toute l'évolution du droit. Et ça n'est pas qu'un mot, ça n'est pas qu'une coquille, c'est un ensemble de règles juridiques. Et en termes de flux migratoires, on oublie trop souvent que le premier traité international de protection des droits de l'homme, c'est la Convention de Genève sur le statut des réfugiés de 1951. Et cette convention, protège les personnes qui ont fui des persécutions, pas seulement pour des motifs politiques, mais également qui ont fui des persécutions pour des motifs raciaux ou religieux. Et cette laïcité, le droit est profondément laïque, qu'il soit international ou européen. Cette laïcité, elle se traduit d'abord, historiquement, par la protection des personnes contre les persécutions. Et cette convention sur le statut des réfugiés, chacun des États européens l'applique encore. À sa manière, certainement contestable, mais elle est très remise en cause aujourd'hui, parce qu'inadaptée peut-être à l'époque contemporaine, mais elle protège l'individu. Et elle protège ceux qui sont victimes de persécutions, soit pour leurs opinions religieuses réelles, ou leurs opinions religieuses imputées, ou leur absence d'opinions religieuses. On protège également les athées. Dans le domaine migratoire, la laïcité a aussi beaucoup apporté en ce qu'elle porte des valeurs connexes, telles que la fraternité ou la solidarité. Et en termes de fraternité, dans le prolongement de cette Convention de Genève
Genève sur le statut des réfugiés et des autres dispositions protectrices des personnes qui fuient les persécutions, eh bien, la fraternité se traduit notamment par le droit de franchir des frontières. Mais autant le droit international, le pacte international sur les droits civils et politiques affirme un droit de chacun de quitter tout pays, y compris le sien. Mais c'est là qu'on retrouve les limites inhérentes à un droit international qui est fait malgré tout par les États et pour les États, encore aujourd'hui. Ce droit de quitter son pays ne s'accompagne pas du droit d'entrer dans un autre pays. On le reverra peut-être avec la discussion sur des circulations en Méditerranée. Le droit de fuir ne s'est pas accompagné par le droit d'entrer dans les ports, qu'ils soient italiens ou français. On n'est pas non plus en reste sur ce point. En ce qui concerne la fraternité, eh bien, heureusement que le Conseil constitutionnel français, à l'été 2018, est venu rappeler que ce principe n'est pas une seule coquille vide, mais qu'il se traduit dans les limites que l'on pose au délit de solidarité, comme on l'a si mal qualifié. Le fait de franchir une frontière ou le fait d'aider des personnes à franchir une frontière, eh bien, lorsque c'est motivé par des considérations humanitaires, par des considérations de fraternité, ne saurait être pénalisé ni en France, ni en Belgique, ni ailleurs, et cela découle même du droit international et européen concernant les migrations. Cette solidarité, enfin, il faut vraiment le rappeler, c'est un principe juridique qui guide le droit de l'Union européenne, et le droit de l'Union européenne implique non seulement une coopération des États membres avec les institutions européennes que vous connaissez bien ici, mais implique également une solidarité entre les États. Or, la difficulté aujourd'hui de cette crise, qui n'est pas une crise des réfugiés ou une crise des migrants, mais qui est une crise de l'accueil et une crise de la solidarité, eh bien, met vraiment en lumière les carences. Et ce mot carence pour la Cour de justice de l'Union européenne a un sens, met en lumière les carences des États lorsqu'ils sont confrontés à leurs populismes nationaux et à leurs limites en termes d'application de la solidarité. Dans les flux migratoires, quels que soient les motifs d'arrivée de personnes qui ont fui, pour que ce soit pour des raisons économiques, climatiques ou religieuses, ou sociales, ou raciales, ou quant à leur orientation sexuelle, eh bien cette solidarité, elle est fort mal traduite aujourd'hui. Merci, je rebondis en repensant à ce que disait Henri Penarhuis en parlant d'un État qui ne remplit pas toujours ses obligations et qui se défausse parfois sur des initiatives privées. Dans le cadre de l'accueil des demandeurs d'asile, ou ce qu'on peut appeler les transmigrants ici en Belgique, ceux qui passent pour aller en Angleterre, en principauté ici liégeoise, on connaît bien ça, et il y a des espaces laïcs qui accueillent et qui ont accueilli ces migrants avec toutes les difficultés que ça peut engendrer. Est-ce qu'on n'est pas là justement dans l'exemple type d'un pouvoir public qui abandonne son rôle et qui d'une certaine manière alors se repose sur ces initiatives purement privées? Et autre petite sous-question, vous avez évoqué ces textes internationaux qui protègent les droits fondamentaux en parlant de la Convention de Genève. Certains parlent parfois de réouvrir à discussion ces instruments. Ça a été le cas en Belgique durant la dernière législature. Est-ce que si on réouvre ces instruments, est-ce qu'on va pas faire pique bien en termes de protection des droits fondamentaux? Les discussions lors des différents conseils européens en 2016, 2017, 2018 ont mis en évidence des arguments fondés sur la crainte que l'opinion publique ne pourra pas assumer plus de migrants, que les marchés du travail sont saturés, etc. Ces arguments, on les avait déjà entendus à Évian en 1938. C'est un argument très fort pour affirmer que le contexte politique n'est absolument pas propice à une rediscussion de la Convention de Genève, qui est le seul instrument international de protection des réfugiés et qui, si on la réouvre, disparaîtrait complètement. Cela étant, il ne faut pas être si pessimiste. Non, d'autres instruments internationaux ont été élaborés depuis 1951. Chaque continent a ses protections complémentaires pour les civils qui fuient la guerre, pour les personnes qui fuient les traitements inhumains et dégradants. Nous avons en Europe la protection subsidiaire. Les États-Unis, même aujourd'hui, ont un instrument juridique de protection humanitaire qui permet de protéger des personnes fuyant des catastrophes climatiques et ainsi de suite. Donc, réouvrir la Convention de Genève n'est pas nécessairement indispensable pour pouvoir adopter des réformes complémentaires, supplémentaires. Et la question des migrants, on ne peut pas parler de réfugiés climatiques si juridiquement c'est un non-sens, mais les migrants climatiques eh bien, sont une réalité à laquelle le droit est confronté. Et des projets naissent, que ce soit dans les enceintes onusiennes ou
ou dans les parlements européens ou nationaux pour élaborer un statut, et il en est question dans beaucoup d'enceintes de chercheurs également. C'est en progrès. Merci Henri Pénard-Ruiz, je vois que vous aviez envie de réagir et j'en profite pour vous poser aussi une question en écoutant les autres intervenantes sur l'idée qu'il y a différentes facettes que l'on peut imaginer à l'action laïque et en même temps, au-delà de l'urgence, il y a aussi le temps plus long qui est une construction et sans vouloir anticiper le prochain débat, il y a la question de l'école et donc je pense que là c'est peut-être aussi un parlier de un creuset où il y aurait moyen de faire des choses mais pas dans l'immédiateté, mais dans le temps long. Je vous cède tout de suite la parole. Oui, alors, 2 points. À propos des migrants, je voudrais rappeler un magnifique texte d'Emmanuel Kant, Le projet de paix perpétuelle, dans lequel il pose le concept d'hospitalité universelle. Et Kant dit, et c'est vraiment une conscience cosmopolitique, c'est-à-dire qu'il se construit comme un citoyen de l'univers, ou comme disait Victor Hugo, un patriote de l'humanité. Quand une personne est dans le besoin, grelotte, a faim, a froid, n'a pas pu s'alimenter, comme les passagers de l'Aquarius, on ne doit pas conditionner l'accueil. Honte à la France de ne pas avoir accueilli l'Aquarius dans le port de Marseille. Ces gens-là étaient entre la vie et la mort. Il fallait les accueillir, les nourrir, les revêtir, leur donner les conditions élémentaires d'une humanité restituée à elle-même. Et après, on pouvait voir la question de savoir s'il y avait une installation pérenne possible. Mais le devoir d'humanité et de solidarité devait être immédiat. J'ai eu honte pour mon pays que l'Aquarius ne soit pas accueilli dans le port de Marseille. Je rappelle cela parce que l'idée d'une hospitalité universelle est une idée extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on va accueillir toute la misère du monde et qu'on ne pourra pas l'assumer. D'ailleurs, quand on cite Michel Rocard à ce propos-là, on oublie la deuxième partie. Michel Rocard disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », mais il ajoutait, et il est rare que le RN le cite, mais elle doit en prendre sa part. Nous n'avons pas pris notre part pour l'affaire de l'Aquarius. Alors je voudrais revenir effectivement sur cette question parce qu'elle est sensible à une époque des migrations. Elle est sensible aussi pour la question de la laïcité. Il est clair que dans les conditions de l'accueil, et Kant le disait aussi, j'ai relu ce texte avant de venir, puisque je savais que nous aurions à parler de ces mouvements migratoires. Il est clair que dans les conditions de l'accueil, il y a le rappel des lois du pays d'accueil. Et des lois qui ne sont pas des lois fondées sur une culture particulière. La France a cessé, depuis 1789, d'être la fille aînée de l'Église, et elle a décidé de refonder l'idée de nation sur la base d'un contrat du peuple avec lui-même, du peuple qui se donne à lui-même ses propres lois. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, il est clair que dans l'accueil, l'obligation de respecter les lois du pays, les lois du creuset français dont parlait Gérard Noiriel, doit s'imposer. La République ne peut pas, sauf à mourir, accepter l'enfermement communautariste. Elle se doit de dire « vous pouvez cultiver vos différences, mais dans le respect strict des lois communes. Sinon, vous désagrégez l'idée de res publica, de choses communes à tous, ce bien commun qui, par-delà nos différences, doit toujours être dans notre mémoire, comme quelque chose qui nous rappelle au devoir de solidarité. Et je crois que ça, c'est très important de le rappeler, le respect des lois du pays d'accueil, surtout lorsque les lois de ce pays d'accueil sont à dimension émancipatrice. La séparation de l'État et de l'Église permet de délier la loi civile de la loi religieuse qui, en son temps, sacralisa la domination de l'homme sur la femme, pour prendre cet exemple. Donc, effectivement, on ne peut pas accepter
que sur le territoire d'un pays qui a une communauté de droit, des contre-pouvoirs juridiques se constituent, que des tribunaux, par exemple des tribunaux islamiques, puissent se constituer, que des zones de non-droit apparaissent sur ce qu'on a pu appeler les territoires perdus de la République. Je rappelle cela parce que c'est une question vive en France et ça risque d'être aussi une question vive dans un certain nombre de pays d'Europe. Merci Henri Pénard-Ruiz. Je rebondis, Caroline Saguesser, quand Henri Pénard-Ruiz parle de risques d'enfermement de type communautaire. Est-ce que, je reviens à la question scolaire, est-ce que ce qui a été mis en place et qui a très fortement mobilisé en termes d'action le mouvement laïque ces dernières années, à savoir la mise en place d'un cours de philosophie et de citoyenneté, n'est pas une solution par rapport à ce risque d'enfermement ? C'est une solution partielle et nécessaire. Je pense qu'effectivement, l'éducation, c'est notre principal rempart contre le communautarisme et contre le fondamentalisme. Et c'est effectivement un chantier dont il faut poursuivre la construction d'urgence. Et c'est peut-être le seul domaine où je pense qu'il serait souhaitable de changer notre arsenal législatif et réglementaire. Parce qu'à mon avis, nous avons deux problèmes. Le premier, avant d'en venir au cours de citoyenneté, c'est qu'en Belgique, nous avons un enseignement confessionnel qui scolarise une majorité des élèves. Alors cet enseignement est majoritairement catholique. Or, il y a environ à peu près 5% de pratiquants réguliers en Belgique. C'est dire si cet enseignement catholique s'est ouvert à une diversité de publics. Dans les écoles catholiques, on trouve des catholiques, on trouve des enfants qui viennent de familles laïques, athées, on trouve des musulmans, on trouve un peu de tout. Et la plupart de ces établissements pratiquent aujourd'hui une forme d'ouverture, que ce soit au niveau de l'accueil ou au niveau des contenus. Mais nous avons des revendications d'ouverture, de reconnaissance, de financement d'écoles islamiques, mais on a déjà 3 en communauté française, il y a des revendications en communauté flamande, et nous avons aussi des écoles juives, on les avait un peu oubliées, des écoles protestantes évangéliques. Et à mon avis, ces écoles, qui se revendiquent tout à fait légitimement du principe constitutionnel d'égalité et de la liberté d'enseignement, il y a des écoles catholiques, il peut y avoir d'autres écoles aussi, elles ont tout de même une différence fondamentale par rapport à ces écoles catholiques. Ces écoles juives, protestantes et islamiques, ce sont des écoles de l'entre-soi. Parce que là, le public n'est pas diversifié. Et à mon avis, cette construction d'établissements scolaires confessionnels d'autres religions doit nous amener à repenser le dispositif, parce que si l'éducation n'est pas conduite dans un objectif d'apprendre à vivre avec des gens qui viennent de cultures et de convictions différentes, on va rater un pan essentiel de l'éducation. Et donc je crois que sans vouloir le moins du monde discriminer une confession par rapport à l'autre, la situation différente du public de ces écoles doit amener à une réflexion sur le principe même de reconnaissance, de subsidiation de l'enseignement confessionnel. À côté de ça, il y a effectivement l'introduction du cours de citoyenneté dans les écoles officielles. Et là, je pense effectivement, c'est pour répondre à un autre type de problème. Nous avions, depuis le pacte scolaire de 1958, dans les écoles officielles, l'organisation des cours de religion des différentes confessions reconnues, à côté d'un cours de morale non confessionnelle. Et ça voulait dire, on ne va pas refaire tout le débat, mais qu'effectivement, pour aborder des questions essentielles quant à l'éthique, quant au sens de la vie, on regroupait les gens par affinité de conviction familiale. Ce qui, évidemment, pose question et on peut se demander comment nous avons toléré cela pendant 60 ans. Et donc, on est occupé à changer cela, à introduire, pour le moment, c'est à raison d'1 heure semaine, peut-être demain 2, un cours de citoyenneté et de philosophie pour tous les enfants, pour tous les adolescents. Ce qui est évidemment une bonne chose, mais je pense qu'il est important qu'au sein de ce cours, on ne fasse pas l'impasse sur le fait religieux. C'est un peu ma crainte qu'on soit dans une logique où on a voulu remplacer la religion par l'éthique, la morale, la philosophie, alors qu'en fait, ce que nous devons faire, ce n'est pas évacuer le religieux, c'est le repenser. Parce que la religion, même si nous ne nous en occupons pas, elle continuera à occuper une place dans la société contemporaine. Et donc je crois qu'il est vraiment important, quelles que soient les formes pratiques que cela prenne, que nous veillons à ce que les enfants soient confrontés d'une façon scientifique aux faits religieux.
Je crois qu'il est important de donner aux jeunes les outils qui leur permettent d'avoir une réflexion critique sur leurs propres convictions. Il est important aussi de leur donner quelques bases de la culture, des autres, de la religion, de l'histoire de la laïcité, etc. Donc ne faisons pas l'impasse sur le religieux à l'école, mais déconfessionnalisons son enseignement de façon à ce que chacun apprenne une série de choses relatives aux faits religieux contemporains. Voilà mon idée à ce propos. Merci Caroline Séguesser. La première intervention me fait penser à ce vieux combat de la laïcité d'un réseau unique. Je trouve que c'est un très beau plaidoyer pour. Ensuite, sur la deuxième réflexion, et je fais là le lien avec ce que disait dans sa première intervention Henri Pénard-Ruiz sur les incantations qui devaient être suivies des faits. Si nous avons un cours de philosophie et de citoyenneté maintenant, ne fût-ce que d'une heure dans l'enseignement officiel, ce n'est pas parce qu'il y a eu une volonté politique, mais parce qu'il y a eu une décision rendue par la Cour constitutionnelle qui a obligé effectivement le politique à réagir. Donc comme quoi ça reste toujours un combat. Je reste sur le terrain de l'école et je me retourne vers vous, Valérie Piette, avec toujours une interrogation que l'on a depuis tellement longtemps, à savoir comment est-ce qu'il est difficile, au-delà des intentions, de ce que l'on peut retrouver dans tel ou tel décret-mission, d'arriver à concrétiser une véritable éducation à la vie affective et sexuelle dans notre enseignement francophone, qui permettrait peut-être de résoudre bien en avant pas mal de problèmes rencontrés par la suite. Oui, il y aurait tellement de choses à dire aussi sur la question. Et c'est pourtant fondamental. L'EVRAS est, à mon avis, une des clés de voûte d'une réussite d'une société. On parle de l'enseignement, de la transmission. Je crois que c'est vraiment fondamental. Émanciper les individus, ça passera par l'enseignement, ça passera par l'éducation des jeunes femmes, mais aussi des jeunes hommes. Et je crois que là, c'est encore mon militantisme à moi, c'est celui de la transmission. Et je crois comme tout enseignant d'ailleurs, en tout cas je l'espère, et tout enseignante. Et d'ailleurs, je reviens 2 minutes à ce qui a été dit tout à l'heure et à l'Aquarius. Ma faculté, et puis je reviens à ta question. Ma faculté vient de faire une cérémonie de diplômés. Ma faculté de philosophie et sciences sociales à l'ULB, et donc on a donné le nom de la promotion, on a donné le nom de 2 femmes en fait, c'est le nom de Klemp et de Rackete, Carola Rackete, donc les 2 capitaines en fait, qui ont sauvé les migrants, et je crois que le symbole est fort, et voilà, c'est aussi ça des outils que l'on donne à des plus de 400 étudiants qui sont maîtres en Sciences Po, en histoire, en philo, en sociale, c'est de porter aussi ces noms-là de ces femmes qui pour moi sont des militantes peut-être pas féministes ou peut-être pas laïques, je n'en sais rien, mais qui sont là bien dans une vision de l'émancipation et en tout cas de notre émancipation, et qui fait aussi qu'on peut encore se regarder dans une glace aujourd'hui. Donc voilà, pour revenir à l'EVRAS, enfin voilà, je crois qu'il faut offrir des outils aux plus jeunes. Alors c'est le grand méchant loup, c'est ce qu'on écrivait avec Fabienne dans un bouquin, La jouissez sans entrave, en questionnant cela aux éditions du Cal. Mais c'est vrai que c'est vraiment la question, est-ce qu'on émancipe en parlant de sexualité? Et je crois que c'est la peur, aussi bien dans le réseau libre qu'officiel, la peur que le S s'introduise dans les écoles, et pourtant la sexualité, elle est partout, elle est dans nos intimités et dans l'intimité des plus jeunes, elle est fondamentale dans nos vies. Je vais pas revenir sur les chiffres actuels, on a parlé des féminicides tout à l'heure, mais des viols, des abus, des incestes, depuis #MeToo, quand on voit cette marée véritablement, et ces voix en fait qui s'expriment, je crois qu'on ne peut pas rester évidemment indifférent, et que la seule manière d'agir, c'est évidemment à l'école. Et c'est bien ça qui dérange. Certains souhaiteraient, et notamment les religions pendant longtemps ont souhaité que ça reste au niveau de l'intime et au niveau de la famille, et surtout dans l'espace privé, et surtout pas qu'on puisse parler de l'intimité à l'école ou dans un espace public, alors qu'en fait tout enfant est touché par cela. Donc pour moi c'est fondamental. Il est là le gros débat, et pour moi c'est une priorité absolue du prochain gouvernement d'ailleurs. Est-ce qu'on va enfin appliquer une EVRAS à tous et toutes, et comment va-t-on l'appliquer? Parce qu'aujourd'hui elle existe, un label existe, mais on sait bien qu'une direction d'école peut accepter ou pas, peut faire n'importe qui, ou dans certaines écoles on a pu faire rentrer des groupes comme Croissance qui étaient évidemment opposés à l'avortement, à la contraception, et qui ne parlaient que de fidélité.
voilà, si c'est ça qu'on offre aujourd'hui aux jeunes, j'ai peur de l'avenir. Donc je crois que et les pouvoirs publics et le mouvement laïque, s'il y a bien un combat fondamental qui est aussi un combat féministe, c'est le combat d'une égalité à la vie affective, relationnelle et sexuelle pour tous et toutes. Et quelles sont les résistances politiques ? Les résistances, à mon avis, on ne veut pas parler de sexualité à l'école. Ça touche à la contraception, ça touche à l'avortement, et c'est toujours la même chose quand on parle de sexualité aux jeunes. C'est ce mais c'est ce que disaient même des laïcs à l'époque. Hein. Si vous parlez de contraception à des jeunes filles à 16 ans, vous êtes sûr que le lendemain, elles vont l'utiliser. C'est ce qu'on disait quand on a commencé à distribuer les préservatifs dans les années 80, au moment en pleine vague du sida. Certains et certaines ont dit, attention, s'ils ont des préservatifs, ils vont l'utiliser, ils vont pas gonfler des ballons. Et donc, si vous parlez de sexualité, ils vont se prendre pour des lapins du jour au lendemain. Enfin, il y a un peu cette idée-là que dès qu'on parle de sexualité, on doit passer à l'acte. Et cette peur, évidemment, que ces jeunes passent à l'acte, alors que de toute façon, ils passent à l'acte. Oui. Autant qu'ils passent à l'acte dans les meilleures conditions possibles, et en étant informés de tout, pas que des risques, mais aussi de ce qu'est le plaisir. Et le plaisir est refusé. Je crois que laïcité et plaisir est aussi, d'ailleurs, un débat tout à fait passionnant pour l'avenir. Donc c'est évidemment une peur parce que quand on parle de la sexualité ou des relations affectives ou des sexualités, on touche à tout. Hein. Aujourd'hui, on a très peur que dès qu'on parle d'homosexualité, ils deviennent tous homosexuels ou elles deviennent toutes lesbiennes. Donc voilà, dès qu'on parle de sexualité, on touche à la contraception, on touche à l'affectif, on touche à l'amour, on touche aux violences, on touche à la religion, on touche à tout en fait quand on parle de la sexualité et quand on parle aussi des rapports de l'intimité. Et donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement dangereuse, la sexualité d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'elle peut être révolutionnaire et peut-être même émancipatrice. Merci. Bérengère Taksil, nous aurons l'occasion, lors du prochain débat, d'entendre Éric Favet, qui, pour la Ligue de l'enseignement, traite des questions également de migrants. Et comment ça démontre quelque chose que la Ligue de l'enseignement s'intéresse à une question comme celle-là. On aura l'occasion d'en reparler également du climat. Comment parler justement de ce fait de société qui nous concerne tous ? Les migrations ont toujours existé, existeront toujours. Elles ne sont pas à combattre spécialement, mais à encadrer, à imaginer la manière la plus harmonieuse possible pour le respect des droits humains fondamentaux de tous. Comment on fait à l'école pour en parler et peut-être dégoupiller quelques grenades avant qu'elles n'explosent ? Merci, et par conséquent, je vais pouvoir aussi répondre à votre question précédente sur le fait que les États ont délaissé les services publics, certains services publics pour les confier à des associations. Eh bien, parler aux enfants de questions de sexualité, c'est possible. Parler aux enfants de questions migratoires, c'est bien sûr possible aussi. Et donc, en tant que chercheur, nous publions beaucoup dans des revues scientifiques qui vont être lues par 3 ou 4 personnes, mais on peut aussi publier des livres pour enfants. Et moi, je suis très attachée, la chose que j'ai écrite, que je préfère, eh bien, c'est un livre pour enfants sur les migrants et les réfugiés que le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU utilise pour les écoles en France, un petit peu. Et il est très simple, ce livre pour enfants. C'est la même chose que ce que je fais en cours avec des étudiants en Master 2 ou en doctorat. Je l'ai écrit avec une doctorante, d'ailleurs. Et on y explique par exemple qu'est-ce que ça apporte les migrants dans notre société. Ça apporte une richesse culturelle incroyable, ça apporte des échanges, et on y explique aussi pourquoi les migrants prennent la mer et pas l'avion. Oui, l'Aquarius et l'Ocean Viking aujourd'hui, et le Sea-Watch, etc. Le Mare Iono, le Juventa, tous ces navires qui ne peuvent pas entrer. La crainte de l'appel d'air est énorme. L'Union européenne est centrée sur une œuvre normative et politique et opérationnelle de lutte contre l'immigration irrégulière, de lutte contre le trafic de migrants, certes. Mais pourquoi est-ce qu'ils prennent la mer et pas l'avion ? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de visa. Donc sans visa, on alimente les réseaux de passeurs. C'est la raison pour laquelle aussi, eh bien, il existe des projets actuels pour tenter de réfléchir à nouveau sur l'ouverture des voies d'immigration légales, ce qui est une autre manière de protéger le droit d'asile. Mais en attendant, eh bien, ce sont des ONG qui s'occupent du secours en mer. Et on a beaucoup parlé de l'Aquarius. Eh bien, il ne faut pas oublier que ce sont les États qui ont des obligations avant tout. Les États, selon un certain nombre de conventions internationales qui ne datent pas d'hier, ont l'obligation de secourir toute personne en détresse en mer et ont l'obligation de les débarquer, non pas
dans des ports les plus proches, qui est l'argument utilisé par le pouvoir exécutif français pour ne pas accueillir à Marseille ou à Bastia, mais pour dire non, c'était l'Italie qui était plus près, c'était Malte qui était plus près. Ce n'est pas ce que dit le droit. Le droit dit on doit les débarquer dans un lieu sûr, dans les meilleurs délais possibles, très bien, mais ce lieu sûr, ça peut être Valence, sauf que obliger l'Aquarius à faire 3 semaines de navigation, est-ce que c'est bien sérieux ? Et donc, les ONG endossent pleinement, dans la mesure où on les laisse faire, endossent pleinement ces obligations de secours en mer. Et les gardes-côtes, par exemple, ne sont pas formés pour accueillir 600 migrants sur un navire. Les gardes-côtes n'ont pas les équipements nécessaires d'un simple point de vue matériel, et les États n'ont pas mis en place ces services de secours en mer. Donc le fait est très paradoxal, qui voit d'un côté les États renvoyer aux ONG qui naviguent en Méditerranée le soin d'aller sur place sauver les migrants de la noyade, mais en même temps qui pratiquent, et l'Italie en premier lieu, même si le gouvernement a changé récemment, qui pratiquent des politiques de criminalisation des sauveteurs, criminalisation des accompagnants. La criminalisation de la solidarité se retrouve en mer comme à terre. Merci. Le temps passe, il ne nous reste déjà plus que 2 à 3 minutes. Vous avez devant vous un bel échantillon de notre mouvement laïque. Si en une phrase, en 1 minute, vous aviez un sujet sur lequel vous aviez envie de dire « Les amis, c'est là-dessus, il faut y aller, il faut foncer pour les 50 années à venir », ce serait lequel, Henri Pénard-Ruiz ? Si vous le permettez, je voudrais dire mon accord plein et entier avec ce que vous avez dit sur la nécessité de connaître le fait religieux, mais je proposerais de substituer au mot religieux le mot spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il englobe toutes les convictions spirituelles. Beaucoup de laïcs en France militent pour qu'il y ait un enseignement de ce qu'on appelle si bien les humanités. Et les humanités, c'est donner accès à toutes les visions du monde, pas seulement les visions du monde religieuses. Ce n'est pas être anti-religieux que de dire que la religion ne propose qu'une version de la spiritualité. Elle n'en a pas le monopole. L'humanisme athée de Sartre ou de Camus mérite autant d'être enseigné que les convictions religieuses diverses. C'est donc très important d'ouvrir l'éventail des convictions spirituelles dont on donne la connaissance de façon laïque, c'est-à-dire certainement pas en confiant aux représentants du culte le soin d'enseigner leur propre discipline. On ne demandera pas à un membre du Parti communiste d'expliquer en classe ce qu'est le communisme, c'est le professeur d'histoire qui le fera. Donc l'exigence de distance à son objet de réflexion est très importante. Et quand aujourd'hui on voit en France des représentants du culte qui se portent candidats pour enseigner leur propre religion, il convient de leur dire non, pour une raison simple. Vous ne pouvez pas être à la fois juge et partie. Donc il faut, je crois, un enseignement des humanités qui donne la connaissance de toutes les convictions spirituelles, y compris l'humanisme athée ou agnostique. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que pour que ceci soit possible, il faut considérer que l'enfant a droit à 2 vies. La première vie, il la passe dans le milieu familial. La deuxième vie, sans que celle-ci s'oppose à la vie du milieu familial, c'est la vie de l'école. Et l'école ne doit pas être régentée par les parents. Parce que l'école, c'est le lieu de l'ouverture à la socialisation. L'ouverture au grand large de toutes les cultures. L'ouverture cosmopolitique. L'école ne doit pas être assujettie à la vie de la famille. Elle doit proposer un autre horizon. La deuxième vie de l'enfant est essentielle pour son émancipation. Et je crois que ça, c'est une bonne boussole quand on voit les revendications croissantes de style communautariste de certains parents. On doit leur objecter que leurs enfants ne leur appartiennent pas au sens où une chose est possédée, mais qu'ils s'appartiennent d'abord à eux-mêmes et que la République doit leur offrir cette deuxième vie qui les ouvrira à l'universel. Je crois que c'est très important.
Merci Henri Pénard-Ruiz. Je n'ai même plus à faire la transition avec la deuxième table ronde consacrée à l'école. Je reste juste sur ma dernière interpellation en une phrase, en un mot pour nos 50 ans à venir. Vous avez beaucoup parlé de vos 50 ans, hein, cette décennie que Victor Hugo appelle la jeunesse de la vieillesse. Hein. Je vais reparler de l'âge, faisant peut-être la synthèse entre les deux choses que j'ai évoquées. D'une part, l'ouverture à la société multiculturelle, et j'ai bien dit multiculturelle. Je ne veux pas dire multicultuelle. On emploie parfois un terme pour l'autre. Dans mon esprit, c'est très très clair. Le mouvement laïque, à mon avis, est encore un peu trop un mouvement d'anciens cathos ou d'anciennes personnes issues de familles de tradition catholique. Et le deuxième élément que j'avais mis en avant, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Et donc la synthèse des deux choses me fait peut-être dire que le challenge de demain, et même d'aujourd'hui pour le mouvement laïque, c'est de séduire la jeunesse. Je pense qu'il faut assurer le renouvellement, et donc il faut effectivement parvenir à intéresser, à mobiliser, à permettre d'avoir une nouvelle génération de militants, et je crois que c'est la tâche du moment. Nos engagements sont de succession, effectivement. Valérie Piette. Je peux reprendre les mots pour mots de Caroline, hein, on a des points communs, dont le fait d'avoir 50 ans, mais c'est évidemment toucher la jeunesse, il faut rajeunir les troupes aussi, il faut offrir des outils importants aux jeunes pour pouvoir s'émanciper collectivement et individuellement. Il faut poursuivre des combats qui sont loin d'être terminés. Je crois qu'on s'endort quelquefois et je crois qu'on s'est réveillé, mais on ne sait pas trop comment quelquefois se réveiller. Mais évidemment, le droit à l'avortement, mais bien d'autres combats, la lutte contre le stéréotype, et donner aux garçons et aux jeunes filles cette boîte à outils pour qu'elles puissent aussi s'affranchir de tous les stéréotypes possibles et imaginables qui pèsent encore terriblement lourd dans nos sociétés aujourd'hui. Merci. Bérangère Taxil. Eh bien, j'ai envie de dire, il faut sauver l'Europe. Et à la jeunesse de le faire, et à nous d'arriver à enseigner à la jeunesse comment le faire, et c'est à travers le terme de courage, me semble-t-il. Le courage politique fait défaut aux États, qu'il faut soutenir aussi. On critique beaucoup les États, on critique les frontières, on critique les souverainetés. Le fait est que dans notre société internationale actuelle, il n'y a pas de droit sans État. Il n'y a pas d'état de droit sans État. Par conséquent, l'enseignement du courage politique, de retrouver un contenu concret à la solidarité et à l'humanité est essentiel, et c'est notre rôle. Merci à vous. Merci pour vos contributions.